Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Bonjour. Alors un an après son élection, Emmanuel Macron affronte donc une impopularité record. La réforme des retraites est passée par là. Comment dans ce contexte apaiser le pays d'ici au 14 juillet, comme l'a souhaité le président, et puis dans ce contexte aussi, quelle place et quelle stratégie pour le Parti socialiste? La NUPES est-elle toujours le point de rencontre idéal pour une gauche en recherche de leadership, d'idées et d'avenir? Comment notamment envisager les élections européennes de l'année prochaine en se rangeant derrière LFI ou en proposant une liste et une ligne autonome? Mais pour commencer, Jean-Christophe Cambadélis, c'est bien l'actualité du week-end, dominée par le sommet du G7 à Hiroshima, et puis ce feu vert donné par les États-Unis à la livraison de F-16 à l'Ukraine. Est-ce qu'il faut s'en féliciter, Jean-Christophe Cambadélis? Je crois que la position de M. Biden, comme la position de l'ensemble du monde occidental, est de contraindre Poutine à savoir, à comprendre qu'il ne peut pas gagner. C'est le message envoyé par les Américains et les Occidentaux russes? Oui, c'est un message tardif, mais c'est le message envoyé. C'est-à-dire qu'il faut démontrer à l'état-major russe qu'il ne peut pas l'emporter et donc qu'il doit négocier. C'est le sens de l'intervention hier soir de Emmanuel Macron, à savoir qu'il ne faut pas une guerre gelée, il faut une paix négociée. Et donc c'est l'objectif sur lequel sont l'ensemble des démocraties occidentales. Ça veut dire qu'on est passé à une autre phase de la guerre. Et puis est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre un tournant de cette guerre, justement? Alors un tournant, je ne sais pas, parce que tout est très maîtrisé. On dit, bon, les F-24, mais les F-16, mais ils n'arriveront pas qu'avant l'automne. Et encore, c'est 30 avions. C'est la même chose que pour les chars. Il faudrait 300 chars pour avoir des manœuvres dignes de ce nom dans le Donbass, et ils les auront pas. Donc on est toujours dans regarder ce que l'on peut faire, regarder, parlons russe, regarder comment on peut intervenir, mais il y a une limite qu'on ne veut pas franchir, c'est la déroute de l'armée russe. Or, il n'y aura pas de paix sans déroute de l'armée russe. Et donc sans départ de Poutine, quelque part. Ça, c'est une conséquence, on n'en sait rien et on ne sait pas qu'est-ce qui vient après. On ne sait pas ce qui vient après. Au passage, Volodymyr Zelensky est arrivé au sommet du G7 d'Hiroshima à bord d'un avion de la République française. Ça vous a rendu fier? Oui, je trouve ça très bien que la France mette à la disposition de M. Zelensky ces avions, en tous les cas l'avion du président de la République, pour arriver au sommet du G7. C'est la France qui, d'ailleurs, a fait le forcing pour qu'il soit invité. Et au passage, vous êtes de gauche, Jean-Christophe Cambadélis, vous êtes socialiste. Être de gauche aujourd'hui, être socialiste, c'est être pour la paix ou c'est être pacifiste? Non, ça veut être pour la paix. Être pacifiste, ça veut dire qu'on mettrait sur le même plan les Ukrainiens et les Russes. Les Russes sont agresseurs, c'est eux qui ont envahi On sait ce qu'ont fait les pacifistes pendant la guerre, hein? Oui, Les pacifistes se trouvaient du côté d'Hitler. Oui, mais les pacifistes ne sont pas toujours trouvés du côté des armées qui envahissaient. Bon, il y avait des pacifistes en 1914, mais aujourd'hui, on ne peut pas être sur le même plan vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine. D'ailleurs, la semaine a été marquée par le retour en grâce de Bachar el-Assad au sein de la Ligue arabe. Qu'est-ce que ça vous inspire? Que ça ne va pas décourager Poutine. Ouais. Si il voit cela, et donc il l'a vu, et qu'il y a donc un après. Son allié Assad, hein? Oui, c'est son allié Assad. Et Poutine, l'allié d'Assad aussi. Bien sûr, ils sont tous les deux alliés, ils ont tous les deux alliés pour le pire. Combattu ensemble. Ouais. Alors, on revient en France, Jean-Christophe Cambadélis. Elisabeth Borne a donc reçu les syndicats mardi et mercredi. Et c'est-à-dire qu'on en revient à un fonctionnement normal du dialogue social? Je ne pense pas, parce que Mme Borne a reçu les syndicats et c'est un dialogue de sourds. D'un côté, les syndicats estiment qu'on ne peut pas tourner la page tant qu'on n'a pas réglé le problème de la retraite
à 64 ans, et de l'autre côté, Madame Borne veut tourner la page pour aborder d'autres sujets. Là, on est En tout dans cas, un espèce veut aborder d'autres sujets, peut-être en parlant aussi des retraites. Oui, mais elle veut aborder d'autres sujets. Et aujourd'hui, Laurent Berger, il dit dans le JDD, les mesurettes, c'est non. Hein. Oui, mais c'est parce qu'on voit bien qu'il y a quelque part un blocage. Je pense que le problème actuel, c'est l'absence de confiance. La confiance entre Elisabeth Borne et les syndicats, entre Macron et les organisations syndicales, a été rompue. Et donc, À cause de la réforme des retraites ? À la suite de la réforme des retraites, évidemment, mais avant, il y avait la réforme sur l'assurance chômage qui est intervenue. Bref, on est dans une situation de rupture de confiance. C'est ce qui est le propre de la situation actuelle. Alors, sur quel dossier, vous dites on est dans une situation de rupture de confiance, sur quel dossier le gouvernement doit faire, selon vous, des concessions ? Est-ce que la réforme des retraites peut être atténuée et comment ? D'abord, le gouvernement est confronté à une initiative parlementaire. On va en parler, mais déjà c'est le point de départ. Alors, point de départ. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Laurent Berger. Tout démarre de là. S'il n'y a pas une évolution dans ce domaine, je pense que la confiance ne sera pas évolution rétablie. deuxième. Donc, cette initiative parlementaire du groupe Lyotte de faire abroger le recul de l'âge de départ de 64 ans et revenir à 62 ans. Vous en pensez quoi ? Vous savez, Madame Borne dit attention, le Sénat votera contre et elle est inconstitutionnelle. Elle dit surtout elle est inconstitutionnelle. Et on précise les choses, hein, c'est au nom de l'article 40 de la Constitution. Donc cette proposition de loi de Lyotte, donc soutenue par la gauche, soutenue par aussi le Rassemblement national. Donc elle a pour conséquence d'engager au moins 15 milliards par an de recettes complémentaires et donc sans compensation, sans recettes qui pourraient compenser ces 15 milliards de dépenses. Donc ça veut dire que cette proposition de loi est inconstitutionnelle. Mais laissons faire le Conseil constitutionnel. Si Mme Borne pense que c'est inconstitutionnel, alors il n'y a aucune raison qu'elle essaye par l'article 40 d'empêcher la discussion au Parlement de cette loi. Il faut laisser faire, puisque on pense que le Sénat sera contre et que à la fin, on pense que le Sénat ne discutera même pas, ne débattra même pas. On précise quand même l'article 40. Il indique que les propositions et amendements formulés par le Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Donc on est en plein dedans. Mais ça, non, parce que c'est tout un débat, c'est toute une discussion, c'est tout un échange qu'il faut avoir sur la retraite à 62 ans et les déficits de la branche de la retraite. Non, ça, on verra ce qu'en dira le Conseil constitutionnel. Mais je reviens à ce que je dis. Quel est le risque ? Pourquoi ne pas laisser le Parlement discuter de ce sujet ? Parce qu'on a peur que le Parlement vote cette loi. Et si le Parlement votait cette loi proposée par Lyotte, évidemment, Madame Borne serait dans les plus grandes difficultés et je crains qu'elle soit changée comme Première ministre. Donc ça veut dire que c'est soit cette loi est votée et c'est la fin du gouvernement Borne, soit elle n'est pas votée et donc c'est bon pour elle. C'est bon pour la réforme. Mais voilà pourquoi elle ne veut pas faire le vote. Voilà pourquoi elle utilise l'article 40, et le président de la République en est d'accord, elle utilise l'article 40 pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de débat sur cette loi. Moi je dis, s'il n'y a pas de risque, il faut débat sur la loi, sinon... pense quelque part que si cette loi a été votée, c'était la fin du gouvernement Borne. Et s'il n'y avait pas de débat sur cette loi, si ça n'allait pas jusqu'au bout, qu'est-ce qui se passerait ? Et comment vous interpréteriez ça ? Eh bien, quelles conséquences ? Les conséquences sont assez claires. C'est que la confiance qui est nécessaire aux négociations et aux compromis ne sera pas là. Et elle sera dans les plus grandes difficultés pour pouvoir négocier d'autres textes.
C'est-à-dire, c'est la fin de la possibilité de légiférer, de réformer le pays? Non, c'est pas la fin de légiférer, mais c'est la fin de la possibilité de le faire dans une concertation avec les organisations syndicales. Alors on en vient au climat, au débat politique. Jean-Christophe Cambadélis, les leaders de LR, Éric Ciotti, Olivier Marleix et Bruno Retailleau, proposent aujourd'hui dans le JDD un marché à Emmanuel Macron sur le dossier des migrations autour de leurs propositions de loi, leurs 2 propositions de loi, instituant d'abord la double peine pour les délinquants étrangers, un délit de séjour irrégulier ou encore un droit du sol restreint. Qu'est-ce que ça vous inspire? Que ça ne change pas, il n'y a rien de nouveau. Je veux dire, on ne peut pas dire que ces mesures, qui avaient d'ailleurs été initiées par Nicolas Sarkozy, ont montré leur efficacité dans ce domaine. C'est purement rhétorique. C'est essayer de créer les conditions pour que soit Macron accepte la position de LR et qu'il y ait la perspective d'un gouvernement commun, soit qu'il refuse et démontrer ainsi que LR est en position de force ou revient dans le jeu politique en reprenant les positions classiques de Nicolas Sarkozy et, il faut bien le dire, du Rassemblement national. De Nicolas Sarkozy ou du Rassemblement national? Les deux. Les deux. Parce que sur cette question-là, ils étaient d'accord. Et le Parti socialiste, vous avez été premier secrétaire du PS, vous êtes toujours au PS. Est-ce qu'il considère que le dossier de l'immigration doit être traité? Tout à fait. De quelle manière? Tout à fait. Je pense qu'il n'est pas assez traité, comme beaucoup de questions régaliennes, le Parti socialiste se tournant sur des questions beaucoup plus sociétales que sur ces questions-là qui taraudent l'ensemble des Français. La position résumée du Parti socialiste est celle que nous avions initiée quand j'étais premier secrétaire, c'est-à-dire bien accueillir, bien reconduire. Et c'est un changement... Aujourd'hui, reconduire, ça n'existe pratiquement pas. Et bien voilà, c'est là-dessus qu'il faut travailler, à la fois bien... Et c'est ce que dit Emmanuel Macron aussi et Gérald Darmanin. Oui, donc il faut réduire les flux migratoires à la source. Cette question-là ne peut être qu'européenne. C'est l'ensemble de l'Europe qui doit travailler pour réduire à la source. Il faut construire des camps hot-stop, comme on dit. Hotspot. Hotspot. J'ai dit hot-stop. Hotspot. Hotspot qui permettent de freiner le mouvement. Après, il faut accueillir, il faut répartir. Et puis, il faut reconduire. Il faut que toute cette chaîne soit là dans le traitement de ce grand problème. Et pourquoi ça n'a pas été fait quand la gauche était au pouvoir? Ça n'a pas été fait quand la gauche était au pouvoir parce qu'il n'y avait pas cette conscience de cette nécessité. On était simplement dans le fait que les Italiens et les Grecs d'ailleurs étaient le premier barrage. Et il n'y a pas cette conscience ou c'était la volonté de ne pas perturber le clivage politique? Non, je pense qu'il n'y avait pas conscience de l'importance de cette question. Alors au passage, un fait d'actualité, on a appris vendredi que des policiers des services de renseignement territoriaux avaient demandé au chef d'établissement scolaire de Toulouse de leur indiquer le nombre d'élèves absents le jour de l'Aïd al-Fitr, cette grande fête musulmane. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est n'importe quoi. Là, franchement, on est dans une situation invraisemblable. Je vous demande à ce que le ministre de l'Intérieur fasse la lumière sur cette affaire, qu'il nous indique si c'est une directive ou si des policiers, en leur nom personnel, ont décidé ce fichage dans l'ensemble de la ville. Quelque part, vous y voyez une forme de racisme? Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui, à cette étape... De discrimination? Vraisemblablement. Mais qu'est-ce qui a conduit à ce que des policiers décident de s'adresser au chef d'établissement pour connaître le taux d'absentéisme? Qu'est-ce qu'ils cherchaient? C'est ça qu'il faut savoir. D'après vous, ils cherchaient quoi? J'en sais rien. Savoir combien il y a de musulmans... Oui, dans les musulmans pratiquants, pareil. Mais je crois qu'il faut faire la lumière sur cette affaire. Ça fait partie des dysfonctionnements et de la déconstruction républicaine que nous vivons en ce moment. Parce qu'on est ici à Radio J. Certains amis m'ont dit hier, est-ce qu'on peut imaginer ce qui se serait passé si on avait demandé au chef d'établissement de comptabiliser le nombre d'élèves juifs absents le jour du Kippour? Ça ne serait pas fait. Et tant mieux. Ouais. Ça ne se serait pas fait.
aucun policier n'aurait fait ça. Mmh. Et c'est là où on est devant un problème, parce qu'on voit très bien, regardez, on en parle, et ceux qui vont écouter, au-delà de vos auditeurs, ceux qui vont écouter vont dire, voilà, deux poids, deux mesures, bon, on ne ferait pas pour d'autres, pourquoi on fait pour nous, etc. Et donc on renforce à partir de là la mainmise de ceux qui veulent utiliser cela pour leur recrutement. Donc vous attendez quoi de la part de Gérald Darmanin et éventuellement du gouvernement, de la Première ministre et du président de la Qu'il y ait République? une enquête, pour le Une moins. enquête, oui. Une enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire. Et donc si c'est une décision qui a été prise par les seuls policiers, qu'est-ce qu'ils doivent... Il faut savoir pourquoi ils l'ont fait. Il faut que l'enquête conduise à des sanctions. Des sanctions. Et vous pensez que cette enquête aura lieu, qu'elle doit être... Je n'en sais rien. Pour l'instant, je suis le seul à avoir fait cette proposition. Je ne sais pas comment le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur vont réagir. Alors, politique, toujours, Jean-Christophe Cambadélis, comment vous expliquez cette rupture entre l'opinion et le président, et comment vous expliquez l'isolement du président? Je crois que c'est la continuité de l'élection présidentielle. Le président de la République a été élu par un vote utile contre Marine Le Pen. Qui s'est vérifié dans les élections législatives où il n'a pas eu la majorité absolue. Et le président de la République a pris ce vote comme un blanc-seing pour son action et pour son programme. Donc il cherche à l'appliquer dans une France qui est rétive. Je veux dire, quand le président de la République va sur une grande chaîne nationale faire une interview et que près de 70% des Français s'estiment pas convaincus, on est plus loin, on est dans un rejet massif. Le rejet était peut-être même plus important du temps de François Hollande, non? Bien sûr. Mais et Emmanuel Macron a été élu une deuxième fois. Mais c'était parce qu'il s'est présenté. C'est peut-être, il y a peut-être une différence. Il y avait vis-à-vis de François Hollande une attitude distante. C'est-à-dire que les Français estimaient que, à tort, à mon avis, mais c'était comme ça, qu'il ne faisait pas la maille, comme on dit. Il n'était pas au niveau, c'était pas ce qu'il fallait, etc. C'est ce que vous pensiez à l'époque, d'ailleurs? Non, pas du tout, je n'ai jamais dit ça. Moi. Et par ailleurs, là, il y a une hostilité. C'est ça qui m'inquiète. Il y a une hostilité contre le président de la République qui essaye de se rétablir dans son électorat. Bon, et il va finir par le faire parce que son électorat commence à être fatigué des mouvements sociaux. Et donc, le bazar partout, à tout moment, etc. Bon, ça suffit. Mais ce n'est pas une adhésion au président de la République. Le bazar partout, justement. Les casseroles apparaissent comme un nouveau symbole de colère. Vous en pensez quoi de ces casserolades qui accompagnent les déplacements des ministres, de la Première ministre ou du président de la République? Mais c'est la manifestation de la colère ambiante. Ouais. Vous approuvez? Bien sûr. C'est une protestation par rapport une loi qui ne passe pas. Il ne faut pas croire que parce que le Conseil constitutionnel a décidé que le 49.3 était utilisé à bon escient, que l'ensemble des mesures qui ont été prises, qui ont conduit à ce que le Parlement ne discute pas de la loi et la fasse passer, ceci vaut adhésion au pays. Il n'y a pas d'adhésion. Est-ce que quand Michel Rocard avait utilisé des dizaines de fois le 49.3, quand ça a été utilisé par François Hollande, justement par rapport à la loi du travail El Khomri, vous disiez la même chose? Mais je disais la même chose dans le sens suivant. C'est-à-dire que c'est totalement constitutionnel et le gouvernement a bien le droit de l'utiliser s'il estime que c'est nécessaire, mais ça ne règle pas le problème dans le pays. Le mécontentement est là et continue. Et d'ailleurs, François Hollande l'a vu. On est passé par le 49.3 sur un certain nombre de décisions, dont la loi travail, la première, celle de Emmanuel Macron. Et on a bien vu que le pays continuait à être dans l'hostilité vis-à-vis de nos réformes. Ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis sont fixés comme objectif d'empêcher le président et ses ministres de se déplacer dans le pays à travers donc, notamment les casserolades ou des actions contre les ministres. Est-ce que c'est compatible avec les règles de la démoucratie d'empêcher le président et les ministres de se déplacer? De vouloir, empêcher, en tout cas. De vouloir. Aucun groupe, aucun parti, aucune formation ne peut empêcher le président de la République ou ses ministres de se déplacer.
faire du sonore, de Ouais. la protestation, évidemment. Enfin, je vois pas pourquoi on pouvait le faire pour Jean-Marie Le Pen et on peut pas le faire pour le président de la République. Ça fait partie du débat démocratique de voir qu'il y a des gens qui sont hostiles à ce que vous Mais- déployez. Quand vous constatez l'évolution de la société française, Jean-Christophe Cambadélis, les fractures qui se multiplient, la violence ambiante de plus en plus présente dans les rues, les manifestations, le débat politique jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée. Vous avez été député de votre temps. Je ne crois pas que ça se passait comme ça. Est-ce que cette montée de la violence de la société au sein du débat politique vous inquiète? Est-ce que, quelque part, la démocratie n'est pas en danger? Nous vivons un moment de décomposition politique. Mhm. La déconstruction républicaine est là. La fracture sociale est de plus en plus prégnante. 11 millions de pauvres Mhm. dans notre pays. 3,5 millions de Français vivent avec 660 € par mois. La fracture n'a jamais atteint ce niveau. Donc, dans ces conditions-là... C'est-à-dire il y a de plus en plus de pauvres et de plus en plus de riches? De très riches? Oui, c'est vrai. Hein? C'est C'est ça que vous voulez dire? C'est cela, la question sociologique à laquelle on est confronté. D'ailleurs, François Hollande avait dit à 4 000 €, on est riche. 4 000 € par mois. Vous dites la même chose? Là, on est suffisamment bien portant avec 4 000 €. Mais c'est pas mon problème, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de montrer que il y a une immense fracture sociale qui s'est aggravée ces 5 Donc le premier qui avait parlé de fracture sociale, c'était Jacques Chirac en 95. Voilà. Eh bien, ceci s'est aggravé. Ouais. Bon. Et il y a une déconstruction républicaine sur tous les sujets et une décomposition politique. Ceci, moi, m'inquiète. Parce que quel est le débouché de tout cela? C'est quoi? C'est le Front National? Enfin, le Rassemblement c'est National? Les vraisemblablement. extrêmes? Vous savez que ce n'est pas la première fois que j'en parle et que ça fait longtemps que j'annonce que Marine Le Pen et son père auparavant seront en situation à un moment donné de l'emporter. De l'emporter en situation où vous dites c'est inévitable qu'elle l'emporte. Mais regardez, le Rassemblement national campe sur près de 30% de la population. Bon, le reste, ce n'est que poussière. C'est-à-dire? C'est-à-dire que après, vous avez que des personnalités qui s'opposent à d'autres personnalités. C'est ça la décomposition politique. Vous n'avez plus aucune formation. Même LFI, aujourd'hui, est confronté à une contestation interne entre M. Bompard ou Clémentine Autain ou je ne sais qui. Le reste n'est que poussière, vous dites. Ça veut dire quoi? Voilà, il reste quelques poussières. Donc, il n'y a pas un mouvement vers le Rassemblement national. Mais le Rassemblement national est malheureusement le seul point fixe dans la situation actuelle. Le point central, l'élément central du débat politique, de la vie politique? Bien sûr. Hein? Bien sûr. Que ce soit au Parlement ou que ce soit dans la société, les idées et les positions du Rassemblement national sont devenues le point fixe, le point focal. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se décomposer, il faut se recomposer. On va en parler, et on va reparler du Rassemblement national. D'abord, un retour sur ce que vous disiez il y a quelques instants. Emmanuel Macron est particulièrement visé par cette violence ambiante à travers des actes, des paroles et des accusations, de la mise en cause de la légitimité de son élection, à l'appel de sa décapitation par un élu LFI, en passant par des slogans, des discours et des mises en scène haineuses tout au long de notamment la séquence des retraites. Un nouveau cap de la haine contre Emmanuel Macron a même été franchi avec l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron. Cette agression est-elle un point de bascule? Cela participe de la bêtise crasse d'un certain nombre de personnes qui confondent une contestation sociale avec une singerie de révolution sociale. Bêtise crasse, vous comptabilisez à l'intérieur de ce qualificatif. Ils disent qu'il faut décapiter le président de la République. Les insoumis, dire quoi, ça? C'est des insoumis, ça. C'est des insoumis, mais il y en a d'autres. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette orientation, c'est une agitation soi-disant révolutionnaire. Donc, bêtise crasse des insoumis, quelque part. Mais me faites pas... Non, mais c'est une question. Non, mais ça, vous voulez me faire dire des choses que je ne veux pas dire. Je dis que ces déclarations, comme cette agression
contre le petit-neveu de la Première Dame, tout ça participe d'actions qui ne correspondent pas à ce qui serait nécessaire. Parce que ce qu'il faut offrir aux Français, ce n'est pas une dénonciation radicale avec des formulations de plus en plus violentes, c'est une issue positive. Issue positive, on en reparle. Mais bêtise crasse, Mélenchon et un certain nombre d'insoumis se sont attachés à relativiser l'agression du petit-neveu du couple Macron. Des commentateurs indifférents, tentatives de meurtre, agression raciste contre des insoumis, a tweeté Mélenchon, me somme de me prononcer contre l'agression à Amiens du chocolatier Trogneux, puis exprimant sa compassion envers la victime, Mélenchon ajoute « Je joins ma protestation à la sienne, je demande à Macron et Madame d'en faire autant pour nos amis agressés, menacés, sans réserver leur sollicitude au seul Zemmour quand il fut molesté. » C'est la bêtise crasse, ça aussi ? C'est pas pareil. C'est quoi ? C'est pas pareil. C'est vrai que nous avons des indignations sélectives. De la part du président de la République ? Non, je parle de l'ensemble de la communauté nationale. Nous avons des indignations sélectives. Il faut condamner tout à la fois cette agression d'Amiens et en même temps les agressions racistes. Et c'est vrai que le président de la République a sollicité Zemmour quand il avait été agressé, l'avait joint au téléphone, il ne l'a pas fait avec Jean-Luc Mélenchon qui était sous le coup d'un attentat possible. Donc moi je ne confonds pas tout. Ouais. Vous confondez pas tout quand Mélenchon privilégie le soulèvement populaire à la démocratie parlementaire ou à la démocratie tout court. Il est dans son rôle ? Non, il n'est pas dans ce rôle. Enfin, c'est vrai qu'il est plus parlementaire. Ouais. Mais soulèvement populaire. Est-ce que ça veut dire quoi, soulèvement populaire ? Ça rappelle peut-être ces heures du trotskisme ? Vous l'avez oui, éventuellement connu ? Oui, sûrement, l'insurrection. Mais sans projet politique, sans coalition, sans orientation. Qu'est-ce que c'est ? C'est le mouvement pour le mouvement, c'est l'insurrection pour l'insurrection. C'est, encore une fois, c'est la rhétorique des mots. Mais on va pas sortir ce pays de la difficulté avec des mots, même si ces mots sont radicaux. Rhétorique des mots, il a vrillé, Jean-Luc Mélenchon, parce que vous l'avez très bien connu quand il était ministre de Jospin ou au Parti socialiste auparavant. C'est pas le même aujourd'hui qu'au début des années 2000. C'est pas du il a vrillé. Vrillé, je ne sais pas si le terme est juste, mais il a changé en tous les cas. Il a changé, c'est-à-dire parce qu'il y a des changements positifs et d'autres un peu plus compliqués. Il a changé, c'est-à-dire qu'il était pour l'union de la gauche, il était pour un programme réformiste radical, et aujourd'hui il est pour le populisme de gauche. Donc il ne s'agit pas de trouver des solutions. Il s'agit de mobiliser le peuple. Voilà la philosophie actuelle de Jean-Luc Mélenchon. Il ne s'agit pas de gouverner pour les Français, il s'agit de les exciter contre les élites. Eh bien, moi, je ne reconnais pas ce Mélenchon-là. Vous savez très bien, quand vous dites les exciter contre les élites, à chaque fois que des politiques ont voulu exciter le peuple contre les élites, ça a débouché sur des régimes totalitaires. Oui, ça a débouché sur des régimes totalitaires, mais parce que quand c'est l'insurrection sans projet, évidemment, à la fin, c'est une succession de rejets. Alors, donc, dans un an, c'est lié à ce que vous venez de dire, dans un an, les européennes, est-ce que vous confirmez que la décision de ELV de partir seul, donc des écologistes, de partir seul aux européennes, conduisent plus que jamais LFI et le Parti socialiste à vouloir trouver un accord pour constituer une liste commune aux européennes ? Mais sûrement pas. Sûrement pas. Non, mais c'est pas la volonté du PS et de LFI ? C'est la volonté du PS, enfin la direction du PS. C'est bien ça. La direction du PS et de LFI, mais laissez-moi 30 secondes. Oui, même plus si vous voulez. Bien. La guerre, l'inflation, l'immigration vont provoquer une vague nationaliste sans précédent en Europe. C'est ça que nous avons besoin. Donc notamment aux élections européennes de l'année prochaine. Notamment aux élections européennes. Juin 2024. Face à cette vague, il n'y a que la social-démocratie européenne qui peut faire barrage. Le rôle du Parti socialiste doit être de s'unir avec cette social-démocratie européenne et d'unir les socialistes autour d'une candidature crédible. Donc, alors, on part depuis le départ. Si cette volonté de LFI et du PS, en tout cas de Jean-Luc Mélenchon, de Manuel Bompard
et d'Olivier Faure et de la direction du PS est prise de constituer une liste commune, qu'est-ce que vous faites? La NUPES, sur le sujet de l'Europe, et la social-démocratie européenne ne sont pas compatibles. Donc, il faudra une liste de la gauche européenne. Et là, en France, parce que l'enjeu, ce n'est pas de montrer que l'unité de la gauche est possible, c'est de montrer qu'il y a un barrage à la vague nationaliste. Alors, barrage à la vague nationaliste, et puis aussi, vous parlez des idées, au niveau de l'Europe, LFI et le Parti Socialiste, c'est pas du tout la même stratégie, les mêmes idées, le même projet. Non, mais on parle de la France. Voilà. Mais en France, il faut rassembler la famille socialiste française pour l'unir à la social-démocratie européenne sur un projet européen compatible avec nos camarades sociodémocrates. Donc ça veut dire que s'il y a une liste commune LFI-PS, il y aura une liste qui est, entre guillemets, dissidente. Il y aura une liste autonome. En tout cas, autonome. Et on a vu dans le dernier sondage que la totalité des listes autonomes faisait plus que la totalité de la NUPES. Donc il n'y a pas de problème. Donc vous affirmez aujourd'hui qu'il y aura une liste autonome conduite par qui? Il y a plusieurs personnalités, j'en vois que 2 à cette étape, François Hollande ou Bernard Cazeneuve. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il nous faut une liste autonome, liée avec les sociodémocrates européens et avec une tête de liste crédible. En France? En France. Donc Cazeneuve ou Hollande? Oui. Vous avez déjà discuté avec eux? Vous leur avez parlé de ça? C'est mon analyse. Vous savez que je fais beaucoup d'analyses. Ouais, mais vous les voyez beaucoup aussi. Vous avez vu récemment Bernard Cazeneuve et François Hollande. Je suppose que vous avez un peu parlé avec eux. Non, on n'a pas parlé de ça. Jamais. On a parlé de la manière dont on pouvait réunir l'ensemble des sociodémocrates. C'est ce qu'on a fait le 13 mai à Paris avec un grand colloque sur la crise de la République où tout le monde était représenté. Donc, ça serait quoi l'intérêt de François Hollande d'accepter d'être cette tête de liste? Mais moi, je pense que... Et quel serait l'intérêt de Bernard Cazeneuve, pareil, d'accepter... Il ne faut pas le prendre comme un intérêt personnel. Il faut le prendre comme une nécessité politique. La nécessité politique, c'est faire le meilleur score possible en France pour que le score en Europe soit suffisant pour faire barrage. Et alors? Et vous croyez que vous y allez y arriver? À imposer soit François Hollande, soit Bernard Cazeneuve. C'est un débat que je lance. Si on veut se réunir avec la social-démocratie européenne, il faut des personnalités qui soient compatibles. Et je pense qu'il est temps que les socialistes s'unissent autour d'une personnalité qui soit capable de les représenter et qui soit en position de force dans le débat politique. Et il n'y en a pas d'autre qu'eux? À cette étape, non. Non. Hein. Et en clair, ça veut dire que les européennes, ça serait un tour de chauffe avant la présidentielle? Mais ne prenez pas ça comme ça. De la présidentielle. Ne prenez pas ça comme ça. Ce n'est pas un tour de chauffe, ce n'est pas un pari. C'est une nécessité pour faire en sorte que dans tous les pays d'Europe, les sociodémocrates soient en dynamique et que nous soyons au Parlement européen en situation de faire barrage à la vague nationaliste. Et vous avez bon espoir de parvenir à ce challenge quelque part? Je l'espère, c'est un débat que je lance, les uns et les autres se prononceront. Justement, Bernard Cazeneuve tient une réunion publique le 10 juin. Vous attendez sa réponse à ce moment-là? Non, je ne veux pas l'embêter pour qu'il donne sa réponse à ce moment-là, puisqu'il est dans la manifestation et le regroupement, un grand meeting qu'il veut faire à Créteil, auquel j'irai comme d'autres. De l'autre côté de l'échiquier politique, il y a la perspective d'une liste Reconquête Zemmour aux européennes. Vous en pensez quoi? Reconquête Zemmour? Ouais. Il cherche à reconquérir le paysage politique qui lui a échappé. Enfin, qu'il a échappé, il a fait beaucoup plus qu'Anne Hidalgo. Oui, bien sûr. Bon, mais d'accord, mais c'était pas son objectif de faire plus que. Il voulait être élu, lui. Hein. Bon, il voulait être au deuxième tour. Il en était loin. Mais je crois que voilà, le problème qui est posé à M. Zemmour aujourd'hui, c'est qu'il a du mal à rattraper le Rassemblement national et il a du mal à s'imposer. D'ailleurs, je me pose la question, qui sera le tête de liste? Est-ce que ce sera lui ou Marion Maréchal Le Pen? Les ténors du PS, de LFI et même de LV considèrent qu'il faut sans doute un candidat unique de la NUPES à la présidentielle. Et vous?
Mais c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'il n'y en aura pas. Non. Regardez, Jean-Luc Mélenchon est déjà en train de préparer l'élection Ouais, présidentielle. mais si c'était lui le candidat unique. Mais oui, non. Non. C'est- Pourquoi non? Parce que les autres ne sont pas pour que ce soit Ouais. lui. Bon, Mhm. il est en train de préparer l'élection présidentielle. Pour lui ou pour M. Ruffin, en mettant de côté Mme Autain. Bon, voilà l'objectif de Jean-Luc Mélenchon. Mais ce n'est pas un problème de casting qui est posé. C'est quoi, un problème d'idée? C'est un problème de solution pour la France. Ouais. Et je pense que les positions radicales, extrémistes de la France insoumise ne sont pas des solutions pour la France et qu'elles ne permettent pas de rassembler les Français. Mhm. Or, il va falloir rassembler les Français parce que sinon, c'est Marine Le Pen. C'est pas ce que dit Olivier Faure. Non, mais Olivier Faure, il est sur une autre orientation. Il pense que il peut être ce candidat Ah oui, de l'ensemble. à la présidentielle bien sûr. Ah oui. Bon. Il vous l'a dit? Non, mais bon, c'est visible dans ce qu'il fait. Ah bon. C'est-à-dire qu'il est favorable à une primaire de l'ensemble de cette gauche. Donc Olivier Faure candidat en 2027. Mais il a ça en tête. Je Ah sais ouais. pas simplement en se rasant le matin. Ouais. Il a ça en tête et je crois que toute sa stratégie s'explique à travers cet objectif. Bon, mais moi, c'est pas le problème du personnage qui m'importe. C'est quoi? C'est le problème de la solution pour la France, la solution pour les Français, la manière dont on va répondre à cette crise qui combine à la fois la crise sociale, la crise institutionnelle, la crise écologique, bref, les solutions pour les Français. Alors, de l'autre côté de l'échiquier politique, à l'ultra-droite, il se passe des choses aussi. Le 29 avril, une manifestation de néo-nazis s'est déroulée en toute impunité dans les rues de Paris. Une manifestation ponctuée par un concert néo-nazi dans une salle Simone Veil à Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines, ce qui avait conduit Gérald Darmanin à annoncer l'interdiction de toutes les manifestations de l'ultra-droite, ce que la justice a refusé le week-end dernier s'agissant d'un colloque et d'une manifestation d'Action française. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça fait partie de la décomposition politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Rassemblement national est devenu le seul pôle émetteur dans notre pays et autour duquel tourne toute la vie politique, eh bien, vous avez des manifestations de plus en plus radicales. Parce que l'extrême droite partage. Alors, vous avez des manifestations de plus en plus radicales, vous avez aussi la décision de la justice. Oui, la décision de la justice... qui est conforme sans doute à la législation. Mais réfléchissez 30 secondes. Ouais. Il y avait des manifestations de ce type. Au moment où le Front National faisait 15 à 20%, personne n'en parlait. Mais à partir du moment où vous avez le Rassemblement National qui en fait 30% et que les autres sont poussières, bah évidemment, sous le parapluie du Rassemblement National, sans pour autant être en phase avec lui, mais il y a d'autres groupes qui se radicalisent de plus en plus et qui sont de plus en plus visibles. Et on le voit aussi à l'extrême gauche. Hein. Mais par ailleurs, bien sûr. Ouais. Il faut être un signe égal d'ailleurs entre extrême gauche et extrême droite? Non, moi non, jamais. Non. Moi je suis sur la position d'Emmanuel Macron, pas sur la position d'Elisabeth Borne. C'est-à-dire Emmanuel Macron a dit qu'il ne mettait pas sur le même plan LFI et le Rassemblement National, et Elisabeth Borne a dit que LFI c'était pire que le Rassemblement National. Et vous dites? Bon, je dis je ne mets pas sur le même plan. Pas sur le même plan. Mais je combats. Ouais. Les deux. Les deux. Les deux. Marine Le Pen, elle s'est désolidarisée en tout cas de ses anciens proches du GUD, c'est Chatillon et Lousteau, qui étaient présents à la manifestation du 29 avril. Est-ce que vous voyez dans le Rassemblement national un parti républicain ou toujours le parti héritier du pétainisme? Toujours. Toujours quoi? Toujours un parti d'extrême droite. Ouais. C'est un parti d'extrême droite qui voit des excroissances, et ces excroissances radicales et extrémistes se développent au fur et à mesure que le Rassemblement national progresse. Mais comme Marine Le Pen a conduit une stratégie qui vise à garder ces 30% pour être acceptée en cas de second tour, évidemment, elle prend ses distances vis-à-vis des manifestations les plus radicales. L'antisémitisme, il est à l'extrême gauche ou à l'extrême droite? Je vous l'ai déjà dit 20 fois. Oui, je sais pas, je pose la question, mais ça peut évoluer. Il est dans la société. Il est partout. Il est partout. Hein? Y compris on aurait tort, au PS. Bien sûr, partout. Hein, partout. On aurait tort de penser que cette histoire dramatique, épouvantable, est derrière nous. Elle ressurgit constamment. Elle est
présente, elle est prégnante. Et donc, il faut être attentif. Alors justement, c'est lié à ce qui précède. Une proposition de loi à l'initiative des députés communistes et soutenue par LFI a été examinée le 4 mai à l'Assemblée nationale, dénonçant, je cite, l'institutionnalisation par Israël d'un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette séquence? Que la résolution a été largement rejetée ou qu'elle ait pu faire l'objet d'un débat à l'Assemblée? Il faut retenir d'abord que le Parti socialiste avait décidé de voter contre et que dans l'Assemblée, il ne s'est pas manifesté, Alors, à part Gage. Jérôme Gage. On précise des choses. Mais répondez d'abord à cette question. Après, on va parler de Gage et du Parti socialiste. Donc, qu'est-ce que vous retenez de la séquence? Mais qu'elle a été rejetée. Qui a été rejetée. Alors, au passage, donc, vous parlez de Jérôme Gage, qui a prononcé un discours, donc député socialiste de l'Essonne. Il a prononcé un discours au nom du PS s'opposant à la résolution. Mais, comme vous le dites, il a été le seul socialiste à voter contre la mesure, dans la mesure où tous ses collègues PS étaient absents de l'hémicycle et n'ont pas pris part au vote. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est lamentable. Pourquoi? C'est courage Fillon. C'est lamentable dans la raison suivante. Lamentable, c'est-à-dire C'est-à-dire, soit la résolution du Bureau national n'était pas juste. Mais précisez les choses, parce que les auditeurs qui nous écoutent ne savent pas ce que ça veut dire, résolution du Bureau national. Le Bureau national est saisi par cette question par le groupe parlementaire. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il y a un débat au Bureau national, et pour une fois, tout le monde est d'accord. On ne se lie pas à ça, on ne vote pas pour. Donc c'était l'avant-veille du débat. Hein. Bon, donc les députés présents sont mandatés pour développer cette thèse. Il y a même un texte commun, pour une fois. Il y a un texte commun entre tous les socialistes sur cette question-là. Et qu'est-ce que l'on voit? Une fois qu'on est au Parlement, la plupart des parlementaires avaient piscine sur un sujet secondaire, évidemment. Et comment vous l'expliquez? C'est de l'électoralisme? Mais non, c'est la logique de la NUPES. C'est-à-dire que Mélenchon a fixé le cadre au point de départ. Qui s'en émancipe ne sera pas le candidat à la prochaine élection législative s'il y avait une dissolution. Et donc, quelque part... Donc c'est la peur au ventre? Oui, c'est le chantage. Le chantage de Mélenchon? Oui. Mélenchon exerce un chantage vis-à-vis des autres parlementaires en leur disant « vous n'aurez pas l'investiture de la NUPES ». Alors que ce qu'on retient de l'héritage notamment de Jean Moulin, de Gaulle, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non, il faut savoir s'opposer. Et s'opposer, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné ou à un autre, on ne peut pas s'unifier, mais sur d'autres thèses que celles qui nous sont proposées. Et qu'est-ce que ça dit de l'état du PS, cette séquence résolution communiste Israël-Apartheid? C'est un climat de suiviste. Il n'y a plus d'autonomie du Parti socialiste. Ça veut dire que le PS est devenu le vassal de la NUPES, de ses alliés? Oui, il a un moyen de se ressaisir, et moi j'appelle à ce qu'il se ressaisisse, c'est de constituer une liste autonome aux élections européennes et de pouvoir peser dans un débat fondamental sur l'Europe qui va venir, et de montrer que le Parti socialiste est de ce côté de la démocratie, de ce côté républicain, est capable de faire face à la montée du nationalisme en Europe. Vous y tenez à cette liste autonome avec Bernard Cazeneuve? Je tiens à cette liste autonome avec un candidat qui soit capable de la faire vivre. Et vous dites Cazeneuve, vous avez dit Cazeneuve? Non, moi je dis Cazeneuve, Hollande, parce que je pense que c'est entre les deux que ça se joue. Dernière question, on revient sur cette résolution. Est-ce que vous pensez qu'une telle initiative, donc résolution Israël-Apartheid, peut être un terreau, un catalyseur pour l'antisémitisme? Non, je ne pense pas, parce que elle n'a pas été, heureusement, l'objet d'un débat national. Bon, mais c'est une indication. Et je comprends que vous en soyez choqué et chagriné, mais il faut le prendre... on précise les choses. On peut s'interroger sur l'opportunité d'une telle initiative et accepter qu'on puisse critiquer la politique du gouvernement israélien. Nous sommes d'accord. C'est pas mon sujet. Mais je dis que tout ça participe de cette déconstruction républicaine que je pointe du doigt dans cette émission. Merci en tout cas Jean-Christophe Cambadis d'avoir accepté de participer à cette émission. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.